en fait, la résilience se développe par nos régressions. Et là, je me souviens de ce que Piaget, le psychologue, le connaissent bien. Il y a eu un congrès aux années 60 sur l'adaptation. Mais il y a l'adaptation avec perte et l'adaptation avec gain. Mais chez nous, c'est l'adaptation avec perte. Et reconsidérons les choses. Ce sont de parler de la résilience, parce qu'on désire. Mais chez nous, c'est l'adaptation avec perte et non pas l'adaptation avec gain. L'adaptation avec gain, c'est ça la vraie résilience. C'est-à-dire se développer dans les circonstances défavorables. Il ne faut pas attendre la fin de la guerre pour se développer. Ceux qui veulent la résilience n'attendent pas la fin de la guerre. D'ailleurs, ils fabriquent encore des armes beaucoup plus puissantes pour continuer encore à détruire ceux-là qui sont considérés comme des ennemis. Mais nous nous contentons, je ne sais pas. Voilà, alors, la situation qui se passe dans notre pays, si vous la regardez du point de vue du cerveau et la résilience, elle vient du cerveau. Parce que le cerveau est l'organe le plus ouvert au dialogue avec l'autre. Et il fonctionne à 50% comme un caméléon. Mais si vous restez dans la modalité caméléon, vous êtes comment? Manipulable. Il ne faut pas rester comme un caméléon. Il change, il nous permet d'apprendre et de continuer à apprendre. Donc la résilience repose sur le cerveau. Alors, d'où la question de savoir, quand dans un pays, on est toujours dans père-conflit, post-conflit, père-conflit, post-conflit. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà la question à laquelle nous étions confrontés. Et nous nous sommes dit, on regarde un peu à l'est de la République démocratique du Congo, où les gens depuis plus de 3 décennies sont dans ce cycle père-post-conflit. Heureusement, nous avons eu soutien un projet à Ouattara, parmi les 127 projets. Dieu merci, votre projet avait été retiré. Nous avons voulu chercher à savoir quelle est la résilience des populations affectées à l'Est. Et cette résilience s'associe comment à leurs problèmes de santé mentale. On a mesuré ce qu'on appelle la résilience trait, c'est-à-dire ce qui est attaché à notre personnalité, pas la résilience processus, comment on réagit à une situation donnée. Et puis nous avons mesuré aussi le mode de copie. Nous avons mesuré l'anxiété, la dépression, le phénomène d'état psychotique, ce qu'on appelle fou. Et nous avons essayé d'analyser le rapport avec tout ça. Nous avons prélevé le sang pour voir quelles sont les modifications autour de l'ADN par rapport à ce problème. Quand les gens sont toujours en paix et post-conflit, ils doivent être. Alors, nous allons vérifier comment les gènes en rapport avec les hormones des sommeils, la mélatonine, seront modifiés et les hormones et la sérotonine aussi. Voilà, c'est ça le travail qu'on a fait. Mais regardez cette image-là, vous voyez ça? Voilà. Avoir connu un événement traumatique avait un risque multiplié par 6 de se sentir mal à l'aise dans leur corps, selon les éléments de l'image. Voilà. Et vous voyez ce que ça fait. Alors, maintenant, pour notre étude, nous avons pris les gens qui ont été à l'hôpital de déclarer stabilisés. On a mesuré chez eux le stress post-traumatique avec un outil standard. On a mesuré chez eux la résilience. On a mesuré la mémoire autobiographique ou la mémoire d'identité de soi. Cette mémoire, elle est d'autant plus importante parce que quand quelqu'un parle des événements qu'il a connus dans sa vie, il en parle comme s'il les revivait au moment où il en parle. Et on sait mesurer comment il retrace ça, avec quelle émotionnalité, quelle vivacité, et ça permet de comprendre aussi les liens avec la résilience. On a mesuré la résilience très, la dépression, l'anxiété. Voilà, on a pris une partie des gens qui étaient à l'hôpital,
déclarés, stabilisés. Nous sommes allés dans la communauté où vivaient ces gens pour voir des gens qui n'ont jamais été à l'hôpital pour que nous puissions comparer en utilisant le même outil. Voilà le résultat auquel nous sommes arrivés. Toujours la prédominance du sexe féminin, mais le sexe féminin était protégé contre la maladie mentale grave, ce qu'on appelle psychose, la folie par rapport aux hommes. Alors, ce qu'on appelle le stress post-traumatique, voilà. Pour ces chiens qui ont été à l'hôpital, on retrouve qu'ils avaient été traumatisés. La moitié des patients qui ont été à l'hôpital avaient été traumatisés. Et que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, 50,4, 51%, il n'y avait pas de différence. Dia suivante. Ok, maintenant, voilà ce que nous avons finalement obtenu et regardé là. La dépression était retrouvée chez ces personnes-là dans l'ensemble, 56,4%, l'anxiété, 64,5%, les états dépressifs majeurs, 31%, état psychotique actuel, 56%, troubles psychotiques vie entière, et les chiffres n'est pas là, mais c'était plus de 60%. Alors, la résilience, la vraie résilience. La résilience, c'est-à-dire adaptation avec gain, pas adaptation avec perte ou rester au même niveau. Voilà, 22%. Une personne sur 7. Ça, c'est la communauté des gens qui sont. Mais ce résultat nous rappelle celui qu'on a trouvé à Kinshasa. Pendant la période de Covid, nous avons mesuré cette même résilience auprès des prestataires de première ligne, auprès de tous les membres de l'équipe qui intervenaient dans la Covid et dans la communauté. On a trouvé le même pourcentage, 20%. Donc, en fait, ça nous donne à réfléchir. La vraie résilience, c'est-à-dire la résilience, l'adaptation avec perte, pas un enseignant que j'étais il y a 45 ans, maintenant, le même enseignant n'a rien pour le moment. Moi, j'étais enseignant il y a 45 ans, le même enseignant n'a rien. On va dire qu'il y a résilience, il n'y en a pas. On doit réfléchir autrement. Donc, alors, dia suivante, et regardez maintenant ces images ici. Le score de résilience était plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Plus élevé chez les plus jeunes. Et maintenant, quand on regarde les gens qui font la dépression, le score de résilience, la figure là numéro 2, diminue avec la sévérité de l'anxiété. Ça diminue aussi avec la sévérité de la dépression. Donc, les gens qui sont déprimés, dites-vous, ils sont en perte de résilience. Les gens qui ont l'anxiété, ils sont en perte de résilience. Et c'est comme ça qu'il est établi. Quand vous investissez $1 pour soigner un déprimé, vous améliorez sa résilience, vous gagnez $4. Alors, tous ces déprimés qui ne sont pas soignés, c'est autant de dollars perdus. Mais où est l'investissement dans notre pays pour la santé mentale? Le budget, c'est combien? Voilà, il faut qu'on pose la question au ministre des Finances, à celui des budgets, et au ministre du Plan. On passe dia suivante. Voilà, ça c'est intéressant. Nous avons fait des associations. Le groupe 1, c'est les gens qui ont connu des événements, qui n'ont pas connu des événements traumatiques à mesurer, tels que nous avons mesuré, ils n'ont pas répondu aux critères de positivité. C'est le groupe 1. Le groupe 2, c'est les gens qui ont connu des événements traumatiques, mais n'ont pas une autre souffrance mentale à part le stress post-traumatique. Le groupe 3, c'est les gens qui ont connu le stress post-traumatique avec anxiété, avec psychose. Et le groupe 4, c'est le stress post-traumatique avec anxiété, dépression, voilà. Et voilà leur mode de score de copie. Et regardez le pic là. Des gens qui ont connu des événements traumatiques et qui n'ont pas d'autres maladies mentales ont des scores de coping, c'est-à-dire des stratégies pour faire face plus élevées. Ils ont été entraînés, ils ont mené le bon combat, ils ont connu la vraie
Ils sont dans la voie de la vraie résilience. Voilà. Alors que le groupe ici qui a l'anxiété, vous voyez, avec psychose, les scores baissent. Ça baisse encore quand on a en fait 4 maladies. Stress, anxiété, dépression, psychose. Et les gens à l'Est ont ça. Vous vous imaginez quelle souffrance que quelqu'un ait toutes ces affections à la fois, mesurées cliniquement par des outils gold standard. C'est extrêmement grave, mais ça passe inactif. Mais ils sont dans la communauté. Ils ne sont plus à l'hôpital. On le voit là. Mais plus ou moins adapté, on va dire résilient, mais quelle est résilience? Autant d'années après l'indépendance, de 1 dollar, 1 franc congolais égale à 2 dollars, à maintenant 1 dollar, des milliers de francs congolais. Il n'y a pas de résilience. Revoyons les choses pour un nouveau narratif. Alors, regardez maintenant la résilience en question, parce que ça, c'est le coping stratégie pour faire la même chose. Le groupe 2, c'est-à-dire les personnes qui ont connu des événements traumatiques mesurés positifs et qui n'ont pas d'autres souffrances mentales, ils ont des niveaux de résilience élevés. Voilà, c'est ce que nous devons en fait favoriser. Quand les gens connaissent les événements traumatiques, comme nous disons, prise en charge psychosociale, soutien psychosocial, on les soutient pour que leur niveau de résilience augmente. C'est une très bonne chose. Et si vous ajoutez d'autres morbidités, ça baisse. Maintenant, voilà, ça correspond. La sévérité de symptômes du stress post-traumatique, le score augmente avec le nombre de maladies mentales dont souffre la personne. OK? Dia suivante. Voilà. Maintenant, nous revenons aux événements du début de la vie et vous allez comprendre la chose sur laquelle je venais d'insister. Le fait de naître d'une grossesse désirée vous donne la possibilité d'avoir une résilience élevée. Alors que si vous êtes né d'une grossesse non désirée, vous risquez d'avoir une résilience qui est très basse. Et ça, c'est le problème de la planification familiale dans notre temps. OK, merci. Alors, vous voyez ça? Donc, la grossesse non désirée, elle affecte la résilience, elle augmente le score d'anxiété et elle augmente la fréquence de la dépression. Donc, et chez nous, la planification familiale est à quel niveau? Et quel est le niveau de planification familiale à l'Est? Combien de grossesses sont désirées là-bas? C'est une question. Mais voilà ce que ça donne du point de vue des troubles mentaux. Le fait d'avoir connu, on rapporte que chez la mère, il y a eu un traumatisme pendant la grossesse du sujet, parce qu'on a parlé avec le membre des familles. Vous voyez ce que ça donne? Ça augmente la fréquence du stress post-traumatique, n'est-ce pas? Et puis ça augmente le risque d'avoir une dépression majeure. Voilà, donc on voit que les événements liés à la grossesse, liés à l'accouchement, influencent déjà le problème de santé mentale de cette population. Et quand il y a cette récurrence et cette condition de per-conflit, post-conflit, il se pose à lui une question. Que faudrait-il faire? Faudrait-il garder le même système de santé? Aujourd'hui, j'ai suivi, et moi, ça m'a frappé qu'il y ait beaucoup d'initiatives au niveau du ministère de la Santé, mais ces initiatives ne sont pas connectées à nous. Moi, je me demande, mais nous faisons quoi? En tant que CNPP, neurologue, psychiatre, psychologue clinicien, nous qui nous occupons du cerveau, je dis, nous sommes déconnectés de la vie qui se passe à la cité. Nous devons, dès aujourd'hui, je vais commencer à mettre des connexions. Parce que nous sommes totalement déconnectés. Et voilà ce que nous connaissons. Nous avons au CNPP fait une étude sur la dépression maternelle post-natale. Mais cet indicateur ne ressort nulle part.
Et la première question, combien de femmes qui vont accoucher accouchent pour avoir désiré leur grossesse? Combien, vous savez combien? Nous sommes allés dans plusieurs maternités, des grandes maternités, aux cliniques, tout ça, c'était 50%. Quand on est allé dans le Kingasai là-bas, nous arrivons à 60%, 70% de naissances non désirées. Et on a mesuré la dépression, c'est jusqu'à 67% de femmes étaient déprimées. On a mesuré le stress chez les bébés, 69% de bébés étaient stressés, c'est-à-dire déprimés, en d'autres termes, ce qu'on appelle le comportement de retrait relationnel. Voilà ce que nous nous proposons un peu. Parce que depuis des années, ça ne change pas. Et la médecine s'occupe des organes. Et puis ça devient santé publique, santé, tout ça pour tout le monde. Individuellement, on s'occupe des organes. L'organe dont on s'occupe en santé mentale, c'est le cerveau. Nous demandons, parce que nous voulons que l'accès augmente, on n'a que 5%, que dans les hôpitaux généraux, il y en a dans toutes les zones de santé, qu'on ajoute un 5e département des gens qui doivent s'occuper d'un organe qu'on appelle cerveau. Ces gens-là, c'est qui? Parmi les médecins, nous avons ceux-là qu'on appelle psychiatres. On doit avoir un service de psychiatrie. On doit avoir un service de neurologie. Et le 3e service, c'est celui de psychologie clinique, santé mentale et soutien psychosocial. Si nous avons cette structure dans les hôpitaux généraux, nous allons progressivement couvrir. Au lieu de faire MH-GAP conjoncturel, nous faisons les MH-GAP structurels. Il est dans la structure. Parce qu'aujourd'hui, posez-vous la question. Qui soigne les pédiatres dans les hôpitaux généraux, ils sont au nombre de combien? Il y a des pédiatres dans les hôpitaux généraux parce qu'ils ont décidé comme médecins de faire la pédiatrie. Ils font la gynéco-obstétrique. La même formation qu'on donne permet aux gens de travailler. Et je pense que la nation apprécie le travail de tous ces gens-là dans les hôpitaux. Nous demandons 2 choses. Si on peut voir dans quelle mesure mettre ce 5e département avec ces 3 services. La 2e chose que nous demandons, on ne peut pas continuer à parler santé mentale sans indicateur. Et je suis content parce que déjà on a commencé à produire quelques indicateurs. Mais c'est simple. Est-ce qu'il manque de l'argent à RDC pour faire une enquête nationale de santé mentale? Pour l'argent ne manque. Ça ferait combien de millions de dollars? Je donne. Une enquête comme ça ferait combien? Pas même pas 1 million de dollars. Mais on n'en manque pas. Ce qui nous manque, c'est ce que nous devons faire, nous scientifiques, la diplomatie scientifique. N'est-ce pas? On a dit ici, j'ai entendu les termes, là j'ai apprécié, le leadership fort en santé mentale. Donc le moment est arrivé. Et nos partenaires sont là. Aidez-nous à résoudre le problème dans la durée. Merci beaucoup. Voilà. Allez, voilà. OK. Alors, nous, ce que nous, en tant que scientifiques, ce que nous proposons, c'est quoi? Nous réalisons un network où il y a des neuroscientistes congolais et étrangers, voilà, la société civile, les personnes qui ont vécu les événements traumatisants, leurs membres de famille, les autorités politico-administratives, pour que nous puissions réfléchir sur cette recherche-là. Pour tous les pays, il ne faut pas dire non, on fait dans toutes les provinces, nous aurons des données qui vont nous permettre de nous regarder, de voir résilience dont nous parlons et de combien de dépression avons-nous, combien d'anxiété avons-nous, quelle résilience forte, les étapes psychotiques vie entière, les étapes psychotiques actuelles, on a tous ces indicateurs. La détresse chez les bébés, on peut mesurer tout ça et nous aurons des données qui vont nous permettre de planifier. Et c'est d'autant plus intéressant que la nation a un plan national, un plan national de stratégie de développement pour l'horizon 2050. Et moi, je ne serai pas là en 2050, je serai déjà mort. Mais l'enfant qui naît aujourd'hui, si nous faisons
un programme de santé mentale périnatale qui concerne la mère, le père et les bébés. Cet enfant-là, 2050, on aura un autre mental. Mais s'il n'y a pas aujourd'hui, c'est-à-dire nous devons planifier cette vision de la RDC 2050 dans le cerveau des bébés aujourd'hui, dans le cerveau des élèves aujourd'hui, dans le cerveau des adolescents aujourd'hui, dans le cerveau de tout le monde aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce faire? Voilà la discussion qui nous attend prochainement. Comment planifier le développement du Congo à l'horizon 2050 dans nos cerveaux ici et maintenant. Merci, je vous remercie.